Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce qui se passe au Sénégal et au Tchad, mais en règle générale, ce qui se passe dans la politique africaine actuellement, et surtout en rapport avec la politique France-Afrique. Parce que je vois trop, ça fait un moment que je vois la vidéo du président sénégalais ou même du premier ministre sénégalais circuler sur les réseaux. J'ai vu plusieurs réactions et je me suis dit, est-ce que je suis le seul à être sceptique ou il y a aussi des Africains comme moi qui sont sceptiques sur ce qui se passe actuellement? Alors, si c'est la première fois de regarder cette chaîne, moi c'est Christin Nzobadilabella. Je suis originaire du Congo, on va dire Congo Mfwa, ou si vous voulez Brazzaville. J'ai un rapport vraiment de cœur avec le Sénégal parce que mon père a passé une bonne partie de sa jeunesse au Sénégal, donc je me sens toujours attaché à ce pays. J'ai visité plusieurs fois ce pays et voilà, mon père parlait Wolof, il nous parlait même en Wolof deux fois. En grandissant, voilà, vestimentairement, tout ça, on a grandi. Je vais pas dire on a grandi comme les Sénégalais parce que les gens ils vont dire ouais, depuis quand? Mais en tout cas, le Sénégal, c'est pas un pays que je regarde que aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aimerais réagir suite à la déclaration que le président sénégalais avait faite. Je pense que vous l'avez tous vu, hein, ça fait un moment d'ailleurs. Je prends le temps de réagir maintenant. Donc on va écouter vite fait. Ça c'est sur France 24. France et le Sénégal, c'est un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir. Bassirou Diomaye Faye avait promis en étant élu de rétablir la souveraineté de son pays. Chez nos confrères de France 2, le président sénégalais prévient, la France va devoir désormais fermer ses bases au Sénégal. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises? Comme ça, parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une annonce qui Alors, ce discours, bien sûr, ça c'est une partie. Ce discours avait fait fureur sur les réseaux. Tous les jeunes africains étaient, ils ont acclamé. Mais moi, je ne sais pas, vous, j'ai dit au début, hein, j'ai beaucoup du love pour les Sénégalais. Je sais que les Sénégalais sont très politiques aussi, ce qui est très bien. Ils sont concernés. La jeunesse sénégalaise, en tout cas, est très investie dans la politique. S'il vous plaît, mettez pas les organes. Venez pas aussi parler en Wolof ici, là, parce que essayez quand même de donner aussi l'opportunité à d'autres personnes de vous répondre. Mais je ne sais pas vous, chers Sénégalais, moi j'ai l'impression que ce que dit ce président, ce qu'il est en train de dire, c'est pas... Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est pas une conviction vraiment. C'est un discours qui est vrai. Symboliquement, je dirais, c'est très important d'avoir ce type de message parce qu'une fille, une jeune Sénégalaise qui va regarder ça, effectivement, elle va se dire, bah en fait, c'est pas faux. Et ça fait du bien de voir un président qui est dans la quarantaine, qui est panafricain, qui dit ce genre de trucs à la télé. Je pense que symboliquement, c'est important. Surtout, ça passe sur une chaîne française. En termes de symbolique, c'est important. Mais pour nous autres qui sommes déjà, on va dire, baptisés un peu par ces discours politiques, on sait que la symbolique ne suffit pas. La symbolique, c'est super important, comme je disais, pour les jeunes, ou même historiquement, c'est bien. Mais quelle est la motivation de ce président d'avoir dit ce discours? Qu'est-ce qui se cache derrière? Moi, selon mon scepticisme, parce que voilà, j'essaie toujours de voir un peu, et petit rappel, parce que souvent, je trouve que les gens ont une petite mémoire. Rappelez-vous que le président Macky Sall, qui a été détesté lors de son dernier mandat, était le président choisi par le peuple à l'époque d'Abdoulaye Wade. Je pense que ça fait 12 ans, 10 ans déjà. C'est un président qui a été élu démocratiquement. Il a contesté contre la présentation du deuxième mandat du président sortant, je pense deuxième ou troisième mandat du président sortant. C'était une relation, on avait dit c'était père ou fils, donc voilà, il y avait vraiment cette relation proche entre Wade et Macky Sall. Donc Macky Sall a vraiment été élu démocratiquement. Je ne sais pas si j'ai la vidéo ici. Voilà, si on regarde, donc encore une fois, hein, agence française presse, c'est AFP. Donc ici, on voit que vraiment Macky Sall était le président choisi en 2012. C'était démocratiquement élu.
Donc voilà, il avait aussi ce discours-là de vouloir changer, parce que Abdoulaye Wade était là depuis un moment, c'était un peu une politique ancienne, en plus il était marié à une Babtou, il y avait un peu ce truc de non, mais on veut rompre avec la France, voilà. Donc ce qui se passe actuellement, ce que ça me rappelle, c'est, j'ai l'impression, je peux peut-être me tromper, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, peut-être que moi je suis un peu trop sceptique, j'ai l'impression que c'est une manière que la France, en tout cas la France a compris que la jeunesse africaine était désormais très éveillée sur ce type de discours. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas le dire dans cette vidéo, mais il y a une cellule actuellement qui a pour but d'infiltrer les panafricains, on les appelle les panafricains, d'infiltrer certaines figures panafricaines vivant dans la diaspora. Pardon, je ne vais pas me prendre des problèmes. Mais en tout cas, sachez que le gouvernement français ou les services de renseignement sont en train de travailler à vouloir changer ce type de narratif. C'est pour ça que vous verrez des gros discours comme ceci, on veut rompre, machin, là. Ok, c'est bien. Comme ça, les jeunes Africains vont entendre ça et vont se dire, ah ouais, voilà, il va nous aider. D'ailleurs, le président congolais aussi, Félix Tshisekedi, l'avait dit une fois, il a dit plusieurs fois d'ailleurs, mais oui, mais vous vous rendez compte, si nous, le Congo, on faisait ça dans votre pays, mais est-ce que quelque part, bon, après Titi, il fait quand même quelques trucs, mais pareil aussi avec le président guinéen, au début, on était là. Moi, perso, là, je ne sais pas trop ce qui se passe en Guinée, hein. Je ne suis pas en train de voir le président guinéen faire autant de choses que ça. Et pareil aussi, ce qu'a fait Ousmane Sonko, le discours qu'il a tenu, voilà, pareil, je trouve que symboliquement c'est bien, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une forme de disant des choses pour faire taire la population, pour que la population s'endort, et après, bah, il se passe vraiment rien. Et on a eu la même chose d'ailleurs au Tchad. Au Tchad, on a tous vu, quand le président tchadien a été décédé, Emmanuel Macron s'est personnellement déplacé pour aller... il a sauté, soi-disant, la démocratie. Il est allé s'assurer que ses intérêts, en tout cas les intérêts de la France, étaient assurés. Donc il est parti au Tchad personnellement pour faire la passation de trône à l'enfant du président qui est aujourd'hui président. Et donc, moi perso, je trouve que pareil, ce qui se passe au Tchad, c'est comme une manière pour le président tchadien, en tout cas en vue de la population, de la jeunesse africaine, une manière un peu d'enterrer cette humiliation-là, de se dire que bon, on va faire une déclaration qui va montrer que nous aussi, le Tchad, on va vouloir rejoindre un peu cette révolution-là qui s'opère au niveau de l'Afrique de l'Est pour montrer un peu que nous aussi, on va être souverains. Mais est-ce que c'est vrai ? Je pense que le temps nous donnera raison. Ce dimanche était le deuxième et dernier jour de vote pour des élections communales tchadiennes, notamment en termes de sécurité ou d'économie. En tant que jeune, je suis venu voter, accomplir mon devoir et donc voter. J'ai choisi mon député, mon maire et mon conseiller. J'aimerais qu'ils entendent ce message. Donc voilà, au fait, après encore une fois, moi perso, je trouve que c'est trop facile. Sachant que quand on voit aussi le nombre, en tout cas les troupes françaises en Afrique, elles ne sont pas là, c'est pas des scouts. Le Tchad et le Sénégal précipitent une réduction d'effectifs déjà évoquée par Paris. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique lui a récemment remis un rapport en ce sens. La réduction progressive et négociée du nombre permanent de soldats français a déjà commencé depuis longtemps et va se poursuivre avec la mise en œuvre de ces propositions. Alors d'autres puissances, comme la Russie, vont-elles profiter de la perte d'influence de Paris ? Alors, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que y a quand même quelque chose d'assez bizarre qui est en train de se passer actuellement. Nous sommes en train d'écouter des discours du genre la perte d'influence en Afrique. Ça veut dire que vous êtes conscient que vous influencez la jeunesse africaine, ou les politiques africaines, les ressources africaines et tout ce qui va avec. Vous le dites quand il s'agit
de coup d'État. Ouais, la junte, il y a la Russie qui est derrière, la Russie veut reprendre notre place. Ça veut dire que vous êtes conscient dans le discours que vous êtes en train de dire, de donner comme ça gratuitement à la télé. C'est comme les publicités de... Oui, dans ce pot de yaourt, il n'y a pas tel produit chimique. Tu te dis, ah ouais, ça veut dire qu'avant, il y en avait. Ça veut dire que dans d'autres produits, il y en a toujours. Et c'est comme là, en fait, à la France qui dit comme ça ouvertement, ah non, mais nous sommes en train de perdre notre domination en Afrique parce que l'Afrique est en train d'être gouvernée maintenant par la Russe. Ah, ça veut dire que vous étiez en train de dominer l'Afrique depuis. Mais quand certains Africains vont se lever pour dire que le gouvernement, en tout cas les gouvernements français, le gouvernement français si vous voulez, est en train d'empêcher la jeunesse africaine de penser d'elle-même, de faire ceci, tu auras certains Français, ou même encore certaines politiques français ici, qui diront « Non, mais c'est pas vrai, l'Afrique elle est libre depuis... » Mais est-ce que ce qu'elle est en train de dire là, est-ce que c'est juste moi qui l'entends ou tout le monde aussi a entendu? La France et l'Afrique se retrouvent-elles au bord de la rupture? Nos trois invités pour ce débat, Niégalé Bagayoko, bonsoir. Vous êtes politologue et vous enseignez à Sciences Po. Selon vous, ces annonces surprises, surtout dans le cas du Tchad, sont un camouflet pour la France qui se trouve poussée dehors, faute d'avoir réussi à réinventer un partenariat avec le continent africain. À côté de vous, Antoine Glaser. Alors, ce qui est super intéressant dans la politique, ou même avec les journalistes, d'ailleurs c'est des trucs qu'ils reçoivent pour lire, les mots ne sont pas mal choisis. Quand tu entends un journaliste, un président, un homme politique utiliser certains mots, c'est pas comme vous et moi qui allons des fois sortir des mots déplacés qui n'ont pas vraiment une grosse signification. Quand ils disent partenariat, c'est encore pour sous-entendre que la France était en Afrique comme une forme de partenariat. Vous savez c'est quoi un partenariat? Un partenariat, c'est un échange ça peut être par exemple de compétences, c'est un échange de toi tu as tel truc, moi j'ai tel truc en échange, ou ça peut être aussi je signe un partenariat avec quelqu'un, donc c'est moi qui ferai telle chose pour cette personne parce qu'elle m'a fait appel. Il y a plusieurs types de partenariats. Mais dans le cadre de la France et de l'Afrique, il n'y a pas de partenariat. Parce que quand c'est la France qui décide à qui la Côte d'Ivoire ou le Congo ou le Gabon doit vendre ses matières premières, ou la Guinée, tous ces pays, ces 14 pays en Afrique qui utilisent toujours la monnaie imprimée en France, on ne parle plus de partenariat. Des fois, quand j'écoute certaines choses, je me dis, mais bon, est-ce que des fois, ils se rendent compte de ce qui se passe? Intervient quelques jours après que Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, et écoutez cette partie, on va terminer parce que c'est tellement intéressant. Et remis au président de la République un rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire sur le continent. La France avait prévu de... Donc la reconfiguration des dispositifs militaires, ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir encore sur comment ils vont reconfigurer toujours les troupes. Mais qu'est-ce que vous faites en Afrique? Réduire sa présence militaire en Afrique, mais néanmoins de la conserver, avec notamment... Donc là, c'est les chiffres officiels. Ça, c'est ce qu'on essaie de dire aux gens. Donc au Tchad, il y a 1000 soldats, ils veulent passer à 300. Mais il faut juste partir. Vous avez dit partir. Au Sénégal, il y a 350. Bon, j'ai un doute. Ils disent que ça va passer à 100. En Côte d'Ivoire, il y a 650. Moi, je pense même en Côte d'Ivoire, il y a 10 000 soldats là-bas. Il y a 100 soldats. Ils veulent passer à 100. Pareil au Gabon, à 350. Et quand vous voyez, on parlera de ça peut-être dans une autre vidéo. Quels sont les rôles. Mais écoutez cette partie et on va terminer. Une centaine de soldats au Sénégal, tout comme en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Le président sénégalais l'assure néanmoins, il ne s'agit pas d'une rupture avec la France. Bassirou Diomaye Faye. Après voilà, c'est quand même important de dire que, en tout cas, pour les médias, c'est important de dire que, ah non, attention, c'est pas une rupture. Bien que c'est un discours pour moi qui a été pensé, écrit par la France et lui il a juste lu, en tout cas c'est moi, je suis sceptique, donc je vous donne mon avis. C'était quand même important dans cette mise en scène de souligner que, bon, on ne sera pas ennemis, mais c'est juste pour vous dire que on aurait voulu que vous partiez, quoi. Mais on peut toujours coopérer ensemble.
Il a même salué une autre. Même si on sait que ça va être le cas, mais il fallait quand même qu'ils le disent parce que les gars, la symbolique c'est important, surtout dans la politique. Décision d'Emmanuel Macron. Pour la première fois, un président français évoque un massacre contre des tirailleurs sénégalais sur le camp de Thiaroye, il y a 80 ans. J'ai reçu aujourd'hui une lettre du président Macron dans laquelle il reconnaît que ce fut en effet un massacre. Ce pas consistant à reconnaître que c'est un massacre doit ouvrir la porte à une collaboration parfaite pour la manifestation de toute la vérité. En 1940. Alors, bien sûr, vous connaissez cette histoire des soldats africains qui ont été massacrés et tout, massacre de Thiaroye. Mais c'est là que je veux qu'on termine. Quand il dit ça, quand Macron dit ça, c'est le même discours que François Hollande avait tenu quand il était parti à Port-au-Prince, en tout cas en Haïti, quand il avait dit qu'il avait reconnu que en tout cas le massacre que la France avait fait pendant le truc de Bonaparte, il avait reconnu qu'il allait dédommager, qu'il allait verser, ils allaient faire des dédommagements. Mais sauf qu'il ne parlait pas des dédommagements, en tout cas il ne parlait pas d'argent. Mais les gens avaient sous-entendu qu'il parlait d'argent. Et après, il était revenu, c'est Sarko, je pense, qui est revenu après. Non, je pense que c'est Sarko qui avait commencé ça. Et Hollande était venu finir pour dire non, mais au fait, on ne parlait pas d'argent, mais on parlait de je ne sais pas quoi. Et donc, ce que je trouve assez dangereux dans ce genre de discours, et je veux terminer, c'est qu'on est purement sur de la symbolique. Et c'est important aussi, comme je disais, symboliquement, comme de la même manière qu'on vote des lois pour incriminer l'esclavage, pour incriminer certaines choses. Symboliquement, c'est important, ce qu'a fait Taubira, par exemple. Macron sait exactement ce qui se passe sur le rapport de la France et de l'Afrique. Il sait très bien qu'il y a une grosse majorité des Africains qui sont, je ne veux pas appeler ça de la victimisation, parce que c'est des revendications importantes. Mais ils sont conscients qu'il y a une partie de la population qui veut s'intégrer ou même s'assimiler à la culture, en tout cas en France, tout en, de temps en temps, comme ça, attendre de la France qu'elle reconnaisse certaines choses qu'elle avait faites dans des colonies. Mais au fait, ça s'arrête là. Contrairement à d'autres communautés qu'on ne va pas citer ici, ça ne s'est pas juste arrêté à la reconnaissance de certains génocides. Il y a eu aussi des dédommagements. Il y a eu, chaque année, il y a des communautés qui perçoivent des dédommagements, que ce soit sur le plan de vue, pour un point de vue financier ou même aussi des avantages. Il y a même des célébrations, il y a même des trucs, il y a des rituels qui se font. Et donc, Macron, en tout cas le gouvernement, a compris qu'il fallait qu'il sorte certains termes, qu'il dise certains termes pour que ça mette en confiance certaines populations, certaines personnes françaises qui attendent de la France de demander pardon. Mais qu'est-ce que ça va vraiment régler? Ça peut être un départ, ça peut être une porte qu'on peut essayer de voir comment est-ce qu'on l'ouvre. Mais le problème avec ce discours, c'est que ce sont des discours qui endorment la population africaine et qui évitent la jeunesse africaine d'aller creuser encore plus profondément, de se dire je pense que ça qui s'est passé. Donc on va faire un mea culpa juste comme c'est quand tu te chamailles avec ta femme, tu dis bon je suis désolé, pardon, je suis désolé. Mais tu es désolé sur quoi exactement? Pourquoi vous avez attendu ce moment-là pour qu'il vous accepte que ça s'est fait? Vous aurez pu le faire avant, vous aurez peut-être pu le faire en 2010, ou je ne sais pas en quelle année, mais il le fait maintenant. Et vous allez voir de plus en plus des pays africains qui tiendront ces discours face à des gros médias occidentaux pour dire que oui, on veut rompre, on veut rompre, on veut rompre. Le seul discours aujourd'hui que je peux dire qui tient la route, c'est ce qui se passe avec l'AES. Parce que quand on voit la manière que la France parle de ces pays, on sent vraiment qu'il y a un conflit. Voilà, là on sent vraiment que là je suis en train de m'adresser à mon ex qui m'a fait du mal. Mais quand on voit la fameuse rupture que veut avoir le Sénégal avec la France, on sent que c'est juste le fameux pardon de quand tu vas à l'église et tu dis bénissez-moi, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Mais demain tu vas encore aller pécher, ou tu le dis juste parce qu'on avait dit il faut demander pardon. Donc écoutez, moi je suis sceptique, désolé la vidéo elle est un peu longue. C'est ma première vidéo réaction
politique. Dites-moi d'ailleurs si ce type de format vous intéresse. Et ça sert à rien d'insulter. Je suis un simple citoyen libre. Demain, je veux venir au Sénégal, c'est mon pays. Ne venez pas m'insulter, ne venez pas me faire des problèmes. Dites-moi juste, qu'est-ce que vous inspire ce président? Moi, perso, ça m'inspire en termes de symbolique. C'est bien pour la jeunesse de voir qu'il y a un président qui a la quarantaine, qui est au peuple, qui est en tout cas à cette position-là. Symboliquement aussi, il y a plusieurs symboliques en tout cas qui sont bien pour les jeunes. Mais sur du long terme, on verra. Est-ce que les deux-là ne seront pas un peu en guerre après? Parce que Sonko, on connaît ses positions. Moi-même, j'étais surpris de voir que c'est lui qui est passé président et pas Sonko. Donc voilà, on ne veut pas mettre la guerre entre les deux. J'aime bien le duo qui sont en train de former, mais je me questionne un peu sur l'authenticité de certaines déclarations de ces deux personnalités politiques sénégalaises. Allez, c'était Christin, on se retrouve dans une autre vidéo. Abonnez-vous, je ne le dis pas assez, mais mettez les likes s'il vous plaît, c'est toujours important, ok? Allez, force.